Bonjour les amis cinéphiles, aujourd'hui on va parler d'un film beaucoup plus récent qui est le Furiosa de George Miller, sorti en 2024, presque 10 ans après le premier volet Fury Road qui était sorti en 2015 il me semble. Là on est plutôt sur un préquel centré autour principalement du personnage de Furiosa qui était joué par Charlize Theron dans Mad Max Fury Road, mais là est interprété par Anya Taylor-Joy. Et on va avoir aussi Chris Hemsworth qui va jouer le grand méchant Dementus, hein, pour un peu replacer le contexte et les acteurs. C'est un film que moi je trouve passionnant et surtout, en fait, je voulais en parler parce que j'ai une théorie sur ce film. Je pense qu'en réalité, c'est un film gnostique, un film qui remet en question l'idée du démurge et du Dieu qui contrôle un peu tout. Il y a quelque chose qui, moi, m'a tout de suite rappelé déjà cette philosophie gnostique qui date de l'Antiquité et de l'Empire romain, mais qui m'a rappelé un peu le premier Matrix et les suites de Matrix, Reloaded des Révolutions, qui sont sortis en 2023 et qui ont pas mal été rejetées par le public à l'époque, car elles étaient là pour déconstruire en fait le mythe du premier Matrix. À l'époque, les Wachowski s'étaient fait critiquer d'ailleurs par Baudrillard sur le premier Matrix, car Baudrillard disait que le film était une sorte de piège analytique et que c'était une fausse prophétie, mais que les gens avaient, enfin que en gros, Baudrillard n'avait pas compris le potentiel de cette saga et pensait que le premier Matrix était une sorte de mensonge, comme un espèce de blockbuster classique qui critique un petit peu les institutions et le côté un petit peu totalitaire, mais en fait tombait dans des facilités un peu hollywoodiennes. Et après, une fois que le film est sorti, les Wachowski ont réalisé les suites. Et les suites ont totalement déconstruit ça et sont tombés dans un gnosticisme très intéressant qui d'ailleurs a été après approuvé par Baudrillard par la suite. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans Furiosa parce que le film a quand même été un petit succès, mais il a été pas mal rejeté par beaucoup de personnes. Bon, déjà parce qu'il y avait un personnage féminin principal qui remplaçait le personnage de Max, donc ça a déjà beaucoup gêné les gens. Il y avait trop de numérique, que c'était mal écrit, que c'était pas la même claque que le premier Mad Max. Mais pour moi, le premier Fury Road, sorti en 2015, était justement une espèce de mensonge, en fait, une espèce de mal nécessaire, de grand spectacle hollywoodien qui séduit les sens, mais qui nous plonge dans une fausse prophétie, qui, d'une certaine manière, nous mente. Et je pense que analyser Furiosa sous le prisme de la gnose révèle une œuvre qui, à l'instar de Fury Road, en fait, s'attache plus à déconstruire méthodiquement la promesse mythologique de son prédécesseur. Parce qu'en fait, il faut vraiment avouer que pour moi, Fury Road, même si j'adore ce film, en un sens, c'est un mensonge nécessaire, mais comme l'était le premier Matrix, c'est un mythe qui fonctionnait, comme je l'ai déjà dit, sur un point de vue sensitif et hollywoodien, une extase, on pourrait dire, du mouvement et une sorte de rédemption un peu mensongère peut-être, mais qui flattait nos attentes de spectateurs. Mais on pourrait dire que là où Fury Road offrait en gros l'ivresse, Furiosa nous impose la lucidité d'un film cérébral. C'est une œuvre qui, pour moi, exige une remise en question presque pénible, hein, d'où le rejet, je pense, comme le premier Matrix, nous forçant, je pense, à voir, d'une certaine manière, que la route vers la liberté n'est pas une ligne droite héroïque, on pourrait dire, mais une immersion dans la mécanique froide d'une citadelle, en fait, qui pour moi n'est rien d'autre qu'une matrice de chair et d'acier, d'une certaine manière. Et c'est là que ma théorie, en fait, va vraiment se prononcer, parce que pour moi, dans ce système de contrôle qui est un peu la citadelle ou le wasteland, qui est le monde extérieur, l'ordre repose, on pourrait dire presque sur une espèce de pacte occulte qui, pour moi, m'a fasciné quand j'ai vu le film. Ça a été un déclic, un espèce de pacte entre deux figures qui sont démurgiques, qui sont Immortan Joe, qui pourrait être un peu l'équivalent de l'oracle dans Matrix, qui manipule les croyances et les corps pour installer son dogme d'une certaine manière, et le Historyman d'ailleurs qui commence l'histoire, qui est pour moi l'architecte, comme dans Matrix, l'architecte dont la mission est la fixation d'une certaine manière du vivant dans une archive pétrifiée dans l'histoire d'une certaine manière, vu que c'est lui qui raconte l'histoire, qui est une archive codifiée et intégrée au fonctionnement du monde matériel. On pourrait dire même dans cette structure, Furiosa n'est pas une héroïne. J'ai eu l'impression qu'elle n'était pas une héroïne libre, douée d'un véritable libre arbitre, en tout cas l'illusion du choix comme dans Matrix. Elle est une sorte d'anomalie systémique qui, que, les, que, les,
que les démiurges choisissent de canaliser plutôt que d'étouffer. En fait, sa vengeance va servir de moteur. Elle devient un pion dans une vengeance qui sert de logiciel de sécurité, un peu comme dans Matrix, pour éliminer Dementus. Et déjà, bon, moi, ce rôle de Dementus, moi, je l'ai trouvé très intéressant, cette espèce de personnage anarchiste. C'est vraiment un électron libre, comme l'agent Smith, qui incarne un virus presque eutropique qui menace de faire s'écrouler le statu quo et la gestion des ressources par une insurrection chaotique d'une certaine manière. Il a un risque pour la Citadelle et pour Immortan Joe. Et je pense qu'en traquant Dementus, Furiosa croit agir par sa propre volonté et par son propre libre arbitre. Alors en fait, alors qu'elle ne fait qu'exécuter, on pourrait dire, la fonction de pare-feu d'une certaine manière, pour revenir à un vocabulaire informatique, un pare-feu pour le compte de l'oracle et de l'architecte. Je pourrais dire que son identité, d'une certaine manière, elle se dissout dans ses fonctions successives, jusqu'à sa rencontre avec le prétorian Jack, qui pour moi m'a presque fait penser au mérovingien, ce programme exilé dans Matrix, qui apprend à naviguer à Furiosa un code de la route, sur une route, sans jamais pouvoir s'en extraire d'une certaine manière. Il y a un truc déjà préécrit sur la destinée que j'ai trouvé passionnant et que j'ai pas vu dans les critiques. Mais je trouve que malgré en fait cette architecture de l'oppression, le film de Miller, comme ceux des Wachowski, ne sont jamais cyniques. Ils sont d'une lucidité absolue. C'est une déconstruction qui ne vise pas vraiment à nier l'espoir, mais à purifier les illusions infantiles, on pourrait dire, pour permettre une véritable libération de l'être en révélant les rouages de la vengeance, en fait, qui est une prison. En fait, Miller nous indique que la vérité de la gnose consiste à se libérer de tout dogme et de toute prophétie, même de la prophétie du héros ou de la vengeance, pour enfin se comprendre soi-même. En fait, je pense que tout le processus, c'est ça. C'est pas cynique, c'est pas tout est faux, tout est démiurgique. Il y a quelque chose de se comprendre soi-même, et c'est ça que je trouve passionnant, de se libérer de tout dogme, et que d'une certaine manière, cette œuvre réside dans un geste final, on pourrait dire, de transmutation, en faisant à la fin germer l'arbre à travers la dépouille du virus Dementus, que Furiosa ne répare pas le monde, elle en détourne la substance pour créer une faille organique. Et en fait, elle est d'une certaine manière, elle ne cherche plus à fuir la matrice, mais à la pirater par un acte de création pure qui échappe à la nomenclature de l'architecte, je pense. Hein. Moi, c'est ma théorie. Le film devient en fait une espèce de seule utopie possible, où l'espace sacré, où l'on comprend que l'éveil ne vient pas d'une victoire extérieure, mais de la capacité à rester sur une étincelle vivante et souveraine au sein même de la machinerie de Westland. Et c'est pour ça que moi je trouve que à la fin, le fait qu'on voit, pour sceller en fait cette gnose, à la fin du générique, on voit les images défiler de Fury Road, pas comme un simple clin d'œil de geek ou de fanservice pour dire regardez, c'est le préquel de Furiosa, mais il y a quelque chose comme l'aveu, on pourrait dire, ultime de la nature du mythe. En gros, il nous projette sur ce futur comme une promesse fallacieuse mais vitale, en nous montrant le devenir icône de Furiosa après avoir révélé son calvaire de pion d'une certaine manière. Et je pense que Miller souligne que le spectacle hollywoodien, comme dans 3000 ans à t'attendre d'ailleurs, le spectacle hollywoodien est le baume nécessaire pour supporter la vérité de Westland. Et ces images en fait sont pour moi le mirage que l'esprit se forge pour survivre aux démiurges. C'est une conclusion nécessaire qui transforme une réalité insoutenable en une légende inspirante, tout en nous rappelant que la libération véritable a déjà eu lieu dans le silence, on pourrait dire, cérébral du film que nous venons de clore. Et il y a quelque chose aussi, pour moi, je pense que Furiosa s'inscrit dans une trilogie qui n'est pas vraiment une trilogie de Mad Max, mais qui est une trilogie des mythes, qui serait composée de Fury Road, de 3000 ans à t'attendre, qui serait le chaînon manquant, ce film où on va voir une experte des mythes, jouée par Tilda Swinton, qui va d'ailleurs s'appeler Aelita, qui va dire vérité en français, et qui va déconstruire le mythe face à un mythe vraiment réel, qui est le personnage du génie de Idris Elba.
Et après cette déconstruction du mythe, c'est très marrant qu'il fasse en fait Furiosa, qui déconstruit d'ailleurs Fury Road. Donc il y a vraiment une espèce de trilogie non officielle que je trouve passionnante. Et pour moi, 3000 ans t'attendent vraiment le chaînon manquant entre Fury Road et Furiosa. Vraiment, pour comprendre bien Furiosa, il faut revoir 3000 ans t'attendent et l'intégrer dans ce processus de pensée. Et je pense que c'est vraiment une espèce de mécanique. Furiosa, c'est une espèce de mécanique métaphysique implacable où en gros le récit n'est plus une quête de libération, mais ouais, une opération de maintenance orchestrée par le Historyman, hein, qui clôt d'ailleurs le film Fury Road et qui débute, comme je l'ai déjà dit, Furiosa, mais on a cette espèce de pacte qui se fait parce qu'au début il est du côté de Dementus, mais finalement après il va faire un marché, il est toujours un peu derrière, comme si c'est lui qui surveillait la bonne marche de l'histoire, c'est lui qui veut raconter son mythe. On a aussi les personnages qui chiffrent la casse vers la fin du film, qui posent des pions sur un échiquier pendant que cette guerre qui est censée la guerre des 40 ans, qui est survolée, qui va très vite, comme si c'était quelque chose de déjà préécrit. Enfin, il y a quelque chose, j'ai l'impression que Furiosa nous pousse à reconsidérer Fury Road, mais d'un point de vue un peu non héroïque, qui peut être un peu pénible pour le spectateur, comme à l'époque pour en revenir à Matrix, la scène de l'architecte, qui avait été rejetée par beaucoup de personnes, qui avait été critiquée comme quelque chose d'incompréhensible, mais c'était quelque chose de nécessaire, et que, en gros, les Wachowski avaient anticipé que le rejet était une réaction naturelle de l'homme, et que, en nous disant que tout est une anomalie systémique, le personnage de Neo n'est pas l'élu, mais c'est plutôt l'agent Smith. Il y a eu un rejet du spectateur, et on nous dit que tout ça est une fausse prophétie, donc on nous a menti. Et j'ai vraiment l'impression à la fin de cette scène avec l'échiquier, ce personnage qui chiffre la casse qu'on voyait déjà dans Fury Road, d'une certaine manière, je pense qu'il valide le succès de l'opération. Il sait que Furiosa est un pion, et il valide d'une certaine manière à la fin le chaos de Dementus est neutralisé et transformé en ressource productive pour que la citadelle continue de vivre. Et en fait, Furiosa n'a servi que de catalyseur, pas sa vengeance. Elle a servi d'une certaine manière à continuer la bonne continuation de la marche de la citadelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, l'anomalie prend les commandes de la machine, mais elle prend aussi les commandes de la citadelle. Mais à l'image, moi j'ai beaucoup pensé à Snowpiercer aussi, la révolution de Furiosa, et c'est l'illusion du choix, comme dans Snowpiercer, où en fait tout est contrôlé par le personnage de l'architecte, par le personnage de Ed Harris et de John Hurt, qui en fait ont créé une révolution, mais qui était totalement prévue, parce qu'il faut, en gros, pour que la bonne société, pour que le bon mécanisme continue de tourner, la bonne marche du monde, il faut qu'il y ait toujours une révolution qui éclate tous les 50 ans, pour de certaine manière rééquilibrer le train, comme dans Snowpiercer. Il y a un peu cette idée-là dans Furiosa, et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les critiques, et ça me paraissait vraiment important de revenir sur ce point-là. En tout cas, voilà, c'est vraiment une théorie qui me tenait à cœur. Bon, après, j'ai même pas parlé de la mise en scène extraordinaire de George Miller, qui a beaucoup été critiqué sur le côté ultra numérique. Mais bon, il faut savoir aussi que déjà, George Miller, il a vieilli depuis Fury Road. Et puis aussi, bon, le tournage du premier Mad Max en 2015 avait, il me semble, été compliqué. Puis ils avaient abîmé aussi des parcelles de désert. Donc ça avait été un peu compliqué, donc je pense qu'il n'avait pas voulu se relancer trop dans quelque chose de trop compliqué. Donc il y a beaucoup de numérique, mais moi personnellement ça ne m'a pas gêné, parce que ça contribue au côté fallacieux du film, au côté faux, comme si tout était une histoire racontée et que ce qu'on voyait n'était pas vrai. Il y a quelque chose qui sonne un peu faux, mais qui pour moi est totalement cohérent avec le contexte du film, avec cette théorie-là. Et puis aussi, moi, on est presque plus proche par moment de l'animation, quoi. Les cascades sont beaucoup plus exagérées. On se rappelle aussi que George Miller vient aussi d'une certaine manière de l'animation avec les Happy Feet. Bon, après je ne vais pas excuser le film parce que tout n'est pas parfait, mais on avait déjà aussi ces effets spéciaux un peu kitsch dans 3000 ans t'attendent, mais personnellement moi ça ne m'a pas gêné. Ce tout numérique, c'est pas grave. Moi j'ai toujours été un admirateur de l'image de synthèse. Un de mes films préférés c'est Gravity, où pratiquement aucun plan n'est vrai, donc c'est pas un problème pour moi. Oui, quelques plans piquent un peu, mais il y a quand même des scènes d'action d'une virtuosité pour son âge. Bah moi la scène du convoi là, où cette fois il travaille une verticalité là où il travaille une horizontalité dans le premier, là on va voir pas beaucoup de scènes de course-poursuite, avec un film beaucoup plus structuré en chapitres, beaucoup moins linéaire,
avec beaucoup de va-et-vient, donc il y aura moins cette sensation de fluidité, mais quand même cette scène du convoi qui commence sur un camion, puis après ils vont sortir des espèces de planeurs. Là, on n'avait pas cette idée dans le premier dans Fury Road. Elle est quand même extraordinaire, elle met des rapports de force, c'est une sorte de mise en scène quasiment musicale, on dirait un ballet entre Fred Astaire et Ginger Rogers, la rencontre entre Furiosa et le Prétorien, c'est vraiment un dialogue visuel, quasiment musical, hallucinant. Tout passe par des regards, tout passe par un tempo musical, par un rythme, par l'action, par un découpage millimétré. C'est quand même hallucinant. Et pour moi, vraiment, George Miller avec James Cameron, ça reste les deux meilleurs, les deux plus grands aujourd'hui pour faire un grand cinéma de divertissement noble mais réflexif. Donc voilà, c'est vraiment un film que je trouve extraordinaire. Anya Taylor-Joy, je l'adorais déjà énormément dans The Witch ou dans Last Night in Soho, mais d'ailleurs elle a été repérée par George Miller, je crois, sur le tournage. Enfin, il l'a repérée dans le film Last Night in Soho. Il me semble que c'est Edgar Wright qui l'a conseillé pour Furiosa, mais le choix fonctionne vraiment très très bien. Chris Hemsworth, qui est un réalisateur que je trouve un acteur que je trouve assez insupportable. Généralement, là, je le trouve génial. Il n'a jamais été aussi bon que depuis le Hacker de Michael Mann, quoi. Et son rôle de Dementus, il est totalement... il est très intéressant parce qu'il a un rôle un peu anarchiste, un peu à la Joker, mais en même temps, c'est un personnage qui semble avoir un peu les clés de tout, il a l'air faussement bête, en fait, très lucide. Quand il dit par exemple à la petite Anya, enfin la petite Furiosa quand elle est petite, elle doit regarder sa mère mourir, c'est très important. On ne sait pas si lui aussi fait partie un peu du processus de la construction du mythe de Furiosa. Enfin, il y a vraiment des trucs que je trouve très intéressants, la manière dont elle va perdre sa main, la scène est super, vraiment la construction du mythe est à la fois hyper satisfaisante, hyper viscérale et jouissive, mais en même temps on sent qu'il y a quelque chose de cassé derrière, et c'est pour ça que je reviens à cette théorie de la gnose, et je pense qu'il y a quelque chose qui nous dit attention à ce que vous regardez, attention aux mythes hollywoodiens qu'on vous impose, réfléchissez aux légendes qu'on vous raconte, ne vous laissez pas emprisonner dans des dogmes, soyez votre propre messie d'une certaine manière, c'est ça d'une certaine manière la gnose, et c'est pour ça que moi ce film je le trouve passionnant et presque je le préfère à Fury Road, qui est génial, qui est jouissif, qui est un des plus grands films d'action de tous les temps et un des meilleurs films des années 2010, mais qui m'a pas autant travaillé, en tout cas métaphysiquement et intellectuellement. Il m'a pas donné cette petite gêne qui moi vraiment m'a travaillé sur Furiosa, et que je trouve qui a été vraiment critiqué de manière un peu injuste, même si j'ai l'impression que ça commence à être réévalué, que les gens commencent à se dire non, que c'est vraiment bien, parce que à côté des autres films hollywoodiens qu'on a depuis ces dernières années, Furiosa il est vraiment très intéressant. Moi personnellement je trouve que Furiosa est beaucoup mieux que Dune 2 qui est sorti la même année, mais bon après ça moi je suis pas du tout un grand admirateur de Denis Villeneuve, mais bon voilà, je voulais vraiment revenir sur cette théorie là parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Bon après voilà, vraiment dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que comme moi vous pensez que Immortan Joe c'est l'oracle, que Dementus c'est l'agent Smith, c'est l'électron libre, que le Historyman d'une certaine manière c'est l'architecte, et que Furiosa c'est l'anomalie systémique, ou même le Prétorien ça pourrait être le mérovingien? Est-ce que vous rentrez dans mon délire, ou alors est-ce que je suis rentré dans une surinterprétation comme je le fais habituellement? Mais bon, il va falloir s'habituer parce que pour moi, mes critiques sont souvent des surinterprétations. Après, j'avais lu quelque part qu'il n'y a pas de délire d'interprétation parce que toute interprétation est un délire. Donc, je pense que voilà, le film nous donne aussi matière à penser et à partir dans des délires, justement, à surinterpréter. Mais je pense que c'est ça aussi la beauté du cinéma. Est-ce que pour vous, Furiosa est un film gnostique, il n'est pas un simple divertissement? Est-ce que pour vous, il a fonctionné comme, d'une certaine manière, Matrix 2, qui a été injustement rejeté, qui pourtant était un film beaucoup plus réflexif, et une sorte de questionnement sur le spectacle hollywoodien? Je pense que Wachowski, comme James Cameron, comme George Miller, ce sont des mêmes Spielberg avec Ready Player One, ce sont des réalisateurs qui travaillent aussi l'inconscient, qui remettent en question les mythes, hein, parce que Avatar 3 qui est sorti récemment, pour moi c'est un film qui retravaille les deux premiers Avatars et qui déconstruit d'une certaine manière aussi. Ces réalisateurs-là, ces vieux réalisateurs-là, je trouve ça intéressant parce qu'ils reviennent un peu sur leur gloire passée et ils remettent constamment en question leur héritage, et que ce soit Ready Player One, que ce soit Avatar, que ce soit Furiosa. Je trouve que c'est des réalisateurs qui ont vraiment une lucidité sur leur travail, sur le pouvoir du mythe, sur le pouvoir du spectacle,
Et je pense qu'il y a vraiment cette interrogation-là au cœur de Furiosa, qui était déjà en germe dans, bien sûr, 3001 à t'attendre, et même dans Mad Max Fury Road, même si le film était beaucoup plus peut-être linéaire. Mais voilà, c'est vraiment des questionnements qui moi, me travaillent énormément. Donc s'il y a vraiment des gens qui peuvent m'envoyer des commentaires, me dire s'ils ont vraiment s'ils ont vraiment eu cette lecture-là du film par rapport à la citadelle, à la gestion des ressources, au statu quo, à l'anarchie de Dementus, à tout ça. Si vraiment c'est quelque chose qui vous a aussi travaillé, envoyez-moi des commentaires. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais sur le film. Là, c'est beaucoup trop long, ça fait presque 18 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Si vous ne l'avez pas vu, bon, revoyez toute la saga Mad Max de George Miller, revoyez tous les films de George Miller. Personnellement, mon préféré, ça reste Lorenzo, mais j'adore les Babes. Revoyez tout George Miller. Revoyez aussi même les Avatars, comme je disais, revoyez les Spielberg et les Cameron. Puis je vous intime encore une fois à aller au cinéma, à partager votre passion, à débattre. C'est très important de parler des films pour faire vivre le film en dehors de la salle. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre analyse complètement surinterprétative et complètement décousue. Et puis bonne journée et à plus.